Chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce panel qui portera sur la situation juridique de la Convention 108 et les prospects du traité à la protection des données et de l'intelligence artificielle. Je suis Véronique Simina, je vais modérer ce panel si intéressant et d'emblée, je remercie nos collègues à l'INAI au Mexique pour avoir organisé ce panel. Aujourd'hui, dans le contexte de la session d'ouverture du GPA 2021, nous avons cette belle occasion de nous concentrer sur la Convention 108+, y compris les échanges et les débats très controversés, les perspectives sur un traité d'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'Europe. Nous allons analyser cette nouvelle régulation proposée au sein de l'Union européenne et comment cette nouvelle norme va interagir avec la Convention 108+. Les 4 panélistes éminents que je vais présenter dans quelques secondes et qui vont aborder les thèmes que je viens de mettre en exergue à partir de différentes perspectives, vont nous donner une évaluation critique de la Convention 108 et de son état, une vision de l'avenir et qu'est-ce qu'on peut attendre ces années à venir. Et comme on nous a imparti un temps précis, je souhaite la bienvenue aux 4 intervenants, les panélistes aujourd'hui en ordre alphabétique. Nous avons Monsieur Paul Breitbart, directeur de la politique mondiale et la stratégie aux États-Unis et le Fideikommiss ARC. Il a fait partie de Trust Talk en 2019 et il est directeur actuel de la politique globale et la stratégie. Et il travaille également au Centre européen pour la sécurité et la vie privée, également une université très importante. Bienvenue, Paul. Alessandro Mantelero, professeur en droit et technologie à l'Université Polytechnique de Turin, expert en matière d'intelligence artificielle, traitement des données, droits humains, le comité ad hoc sur l'intelligence artificielle. Il a été expert pour le traitement des données pour diverses organisations nationales et internationales, à savoir les États-Unis et la Commission européenne. Il a également été professeur invité dans différentes universités, Berklee Line Center et à l'université d'Harvard. Et il a travaillé à l'université d'Oxford en tant que chercheur en 2013-2014. Il travaille sur les big data et la protection des données. Alessandro, bienvenue. Et maintenant, Monsieur Gonzalo Sosa, qui est coordinateur à la protection des données et la régulation pour le contrôle des données et de la vie privée. Il a été nommé par l'EDPA en Uruguay, secrétaire général du gouvernement numérique d'Uruguay. Ces dernières 10 années, il travaille sur de nombreux projets liés au gouvernement numérique et il est professeur dans de nombreuses universités en Uruguay et il est membre d'ISOP. Le bureau à la Convention 108 du Conseil d'Europe, le Conseil consultatif multisectoriel de la CPDP, LATAM. Alessandro, bienvenue. Et finalement, Monsieur Jean-Philippe Walter, commissaire à la protection des données du Conseil d'Europe. Monsieur, bienvenue. Il a tenu ce poste en Suisse, président également de l'Association francophone des autorités à la protection des données, président du comité pour la protection de la vie privée et le traitement automatique des données personnelles. Bienvenue au panel. Et Blanca, et nous allons tenir cette session. Nous allons commencer par une introduction brève de chaque panéliste et après on va aborder une série de questions et nous donnerons l'opportunité à nos panélistes d'approfondir leurs perspectives
sur ces thèmes. Alors, je lance la première question à tous les panélistes et je propose qu'on suive le même ordre de la présentation, à commencer par Paul, après Alessandro, Gonzalo et Monsieur Jean-Philippe. La question serait la Convention 108 plus offre la possibilité d'une nouvelle norme. Merci Véronique, merci Ennie pour l'invitation. J'aimerais beaucoup être au Mexique 10 ans après la première conférence internationale qui a été ma première manifestation internationale, mais c'est un bonheur que de le faire, de tenir en ligne et toutes mes félicitations pour. Bon, une réponse brève serait oui, il me semble que la Convention 108 plus est en train de devenir la norme au niveau mondial. Cette norme n'est pas trop reconnue dans le secteur privé. On devrait s'efforcer un peu plus pour faire que les entreprises dans le monde entier connaissent et sachent qu'existe la Convention 108, car c'est une norme internationale fondamentale. Toute loi de protection de la vie privée et des données personnelles qui sera adoptée, telle qu'on l'a vu en Californie, le Brésil et aujourd'hui le PEPL en Chine. Toutes sont basées sur les mêmes principes qui sont issus de la Convention 108 et maintenant de la Convention 108+. Et si le secteur privé était conscient de cette convention, il serait plus facile, de mon point de vue, de commencer à travailler visant cette norme mondiale et globale et pouvoir parvenir à la mettre en place. Alessandro, vous avez la parole. Merci Véronique. Merci beaucoup pour cette invitation. Et en ce qui concerne la Convention 108, à l'ère pré-Covid, nous avons tenu une manifestation portant sur ce thème, la fonction que joue la Convention 108 à Strasbourg. Il me semble qu'il y a 4 points à mettre en exergue. Dans un premier temps, la structure. La Convention 108 est une convention ouverte et nous avons des États qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe et qui ne font pas partie du continent européen et sont issus d'autres régions. Deuxième commentaire. Il n'y a pas tellement de choix. L'autre modèle globalisé, l'APEC et le cadre et le futur qu'on débat au sein des Nations Unies ne sont pas parvenus à des résultats en termes d'impact bien concrétisés. Et dans un troisième temps, il y a un choix entre la norme globale et la norme d'or, la règle d'or. Bon, la règle d'or est le RGPD en Europe et il faut bien l'admettre. Il faut convenir qu'elle a eu un grand impact, mais par ailleurs, les pays, et d'après mon expérience personnelle, j'ai travaillé en République dominicaine, il y a des pays qui ont mis en place un système qui n'est pas aligné avec le RGPD et la fracture est énorme, le fossé est énorme et on ne peut pas imaginer dans quelques années à venir qu'on parviendra à ce que l'Union européenne est parvenue à faire dans quelques décennies. Bon. Il y a également d'autres aspects de cette convention. Et cette convention basée sur le Conseil de l'Europe qui comprend la Russie, le Royaume-Uni et différents points de vue, qui tient compte de différents points de vue, de différentes perspectives et des références géopolitiques, par exemple le Royaume-Uni pour le Commonwealth, pour la communauté et la Russie. Et en principe, ça pourrait être un système qui pourrait être utile, s'avérer utile pour de nombreux pays dans le monde, puisqu'elle a été conçue à la mesure spécifique d'une zone géographique. Et dans ce sens, la Convention 108 est considérée par de nombreux pays comme un premier pas en avant. Par exemple, pour analyser sa capacité à gérer les normes visant la protection des données, la vie privée
Et quant à devenir une norme globalisée, pas nécessairement la norme la plus élevée, mais ce serait justement ça, sa fonction, avoir une espèce de cadre solide, une toile de fond solide, avec la Convention 108+, pour étayer la protection des données dans les différents pays, dans les différentes régions, et c'est le message principal. Merci Alessandro. Gonzalo, vous avez la parole. Oui, monsieur, votre micro? Madame Véronique écoute notre intervenant. Ah, alors pour saluer notre modératrice qui se gère si bien. Bon, remerciements à l'INA et à la GPA de m'avoir invité à faire partie de ce panel avec des intervenants si éminents. Et pour répondre à votre question, Véronique, moi, je pensais, quand je réfléchis aux conditions de la Convention 108 pour devenir une norme globalisée, dans ce temps-là, il faut se nourrir et il faut aller chercher ailleurs. Et par exemple, en Uruguay, Felipe Rotondo, un professeur des universités qui pense à l'être humain au centre de l'état de droit, en reconnaissant le régime juridique et la dignité qui lui revient de droit, et une pensée au fait que cette dignité fait qu'on puisse qualifier cet état de droit, et penser également aux piliers de la Convention 108, parce qu'il est marqué par le Conseil de l'Europe et ses piliers du Conseil d'Europe associés aux droits de l'homme, à la démocratie et justement à l'état de droit. Et dans le cadre de la Convention 108, l'objectif protéger tous les individus et pour le traitement des données personnelles sans tenir compte de sa procédance, de sa race, etc. Et ce qui fait que la Convention 108 puisse parvenir à cette norme, à ce standard global. Et deuxièmement, l'historique dont vous avez déjà parlé et je suis les commentaires de nos collègues. L'historique de la Convention 108, les protocoles, la modernisation, comment on a ancré ces valeurs dans différentes régions du monde, car la structure envisage la participation des membres ici de différentes régions du monde. Et l'Uruguay est devenu le premier pays non européen à faire partie de la Convention. Alors, c'est l'internationalisation de ces valeurs, de cette Convention dont on fait partie, en quelque sorte. Et parler un peu du contenu. Je promets que mon intervention suivante sera plus brève. Quel est le contenu de la Convention, la portée, le traitement des données dans le secteur public-privé, l'ensemble d'obligations établies sur les principes et droits en commun. Elisabeth Denham parlait de la convergence, des normes en commun. Et finalement, et en conclusion de cette première intervention, la référence à la confiance, du fait que cet instrument non seulement il surgit dans le monde entier, mais cet instrument va nous permettre d'examiner les États qui adhèrent et l'examen également subséquent de la conformité et des engagements déjà établis dans le cadre des principes et des valeurs de la Convention. Et cela va donner une fiabilité au système. Alors, un peu pour complémenter ces commentaires de mes collègues, tout particulièrement. J'en reviens aux obligations des États parties et la Convention, l'article 4 de la Convention, quand nous parlons de pérenniser et de nous appliquer dans les standards et collaborer avec les procès, les examens, et il est important de le mentionner.
et d'offrir cette fiabilité, et d'assurer la fiabilité. Et c'est tout en ce qui me concerne. Merci Gonzalo. Alors Jean-Philippe, nous entendez? Jean-Philippe? Monsieur, votre micro? Sinon, Jean-Philippe, nous pouvons passer à d'autres interventions et après, nous donnerons le micro à Monsieur Jean-Philippe pour qu'il fasse ses commentaires et pour qu'il participe. Bon, alors, suite, après, c'est... Je vais... non, j'ai un problème avec... Oui. Vous m'entendez? Oui. 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 Je vais vous parler de la Convention 108 comme convention globale, universelle. Comme vous le savez, la Convention 108 a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 28 janvier 81 et His sound is off. The interpreter apologizes. We are not receiving. est ouvert à l'adhésion d'États non européens. À ce jour, la Convention compte 55 États parties, 47 États membres du Conseil de l'Europe, 8 États non européens, dont le Mexique et l'Uruguay. Cette volonté d'ouverture s'est renforcée avec la modernisation de la Convention 108 qui a débouché sur la 108+, laquelle peut être qualifiée d'instrument international de protection des données ayant une portée universelle. D'ailleurs, reconnaissant ce potentiel unique à devenir un instrument mondial, l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la vie privée, le professeur Kalatachi, a ainsi recommandé et appelé tous les États à adhérer à la Convention 108+. De son côté, la Commission européenne a, en 2017, fait part de sa volonté d'adhérer à la Convention 108+, dans le cadre de son plan stratégique. Indépendamment de l'adhésion, la Convention a et continue d'avoir une influence importante en dehors des États parties, notamment sur l'élaboration de législation nationale et régionale. Plus de 30 pays sont également impliqués en tant qu'observateurs dans les travaux du Comité conventionnel, le TPD, lequel est devenu un forum mondial de plus de 70 pays issus de 6 continents. La conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée, l'ancienne GPA, avait dans sa déclaration de Montreux en 2005 appelé les Nations Unies à élaborer un instrument international contraignant tout en appelant à l'adhésion à la Convention 108. La Convention 108+, dans le contexte actuel, demeure la seule alternative à ce jour et pour longtemps encore, tant me paraît faible, voire illusoire, la probabilité qu'une convention mondiale similaire et basée sur l'adhésion volontaire d'obligations réciproques puisse être adoptée et ratifiée par autant d'États au sein des Nations Unies ou d'une autre organisation internationale. La Convention offre une protection appropriée pour les personnes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Elle permet d'offrir à toute personne relevant de la juridiction d'une partie un niveau de protection des données qui correspond aux normes internationales acceptées et reconnues par les pays et les organisations régionales, notamment l'Union européenne. Elle garantit aussi les droits humains, les libertés fondamentales, et notamment le droit à la vie privée de tout un chacun, y compris le respect de la dignité humaine et l'autonomie personnelle. Ces valeurs fondamentales liées à la protection des données sont centrales dans le débat relatif à l'intelligence artificielle. Avec ces normes modérées et souples, la Convention 108
fixe le niveau de protection minimal, mais élevé, communément accepté dont toute personne devrait pouvoir bénéficier à l'ère du numérique. C'est un outil durable pour faciliter les transferts internationaux de données tout en garantissant un niveau approprié de protection à l'échelle mondiale. La confiance des personnes dans le traitement de données personnelles est fondamentale pour les responsables de traitement du secteur public et privé, pour les gouvernements et les acteurs économiques. Et cette confiance repose sur un niveau de protection approprié. La Convention peut également contribuer à ce que les entreprises fonctionnent et interagissent plus librement, sans contrainte, sur l'exportation et l'importation des données dans une économie mondiale fortement interdépendante et de plus en plus axée sur les données. Les États parties peuvent ainsi garantir un cadre juridique idéal et un environnement global pour les activités économiques et commerciales respectueux des droits humains universellement reconnus. Le fait d'être partie à la Convention est l'un des éléments importants qui sera pris en considération par l'Union européenne lorsqu'elle rend une décision d'adéquation. Enfin, les États et les organisations internationales parties à la Convention s'engagent dans une coopération mutuelle afin d'assurer le plus haut niveau de protection des données ainsi qu'une parfaite conformité aux normes internationales. Tout pays ou organisation adhérant à la Convention 108+, participe au niveau multilatéral au développement du droit à la protection des données, tout en contribuant à maintenir la libre circulation des données au niveau mondial. Muchas gracias. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je voudrais laisser la parole désormais à Alessandro Mantelero et par la suite, nous poserons la question que je vous ai posée tout à l'heure dans le contexte du développement actuel des informations artificielles qui nous permet d'aborder la question de la complémentarité, de la similitude, de la protection des données et comment tout cela se croise avec les différents développements et en particulier celui de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Véronique, pour cette question. Je crois qu'il y a une relation en termes de complémentarité. Une relation avec la thématique de la régulation future au niveau de l'Europe, puisque l'un des éléments basiques en matière de régulation de l'intelligence artificielle est la qualité des données qui ne sont pas biaisées, qui ne sont pas discriminatoires, et d'autre part, également toute la question de l'orientation des risques sur une analyse de risques orientés. Cela est considéré au sein de la Convention 108. Nous pouvons donc bénéficier des éléments liés aux données synthétiques. Le problème de la décontextualisation des algorithmes et des données, de la transparence, de la surveillance des algorithmes, de la vigilance sur les algorithmes et de la liberté de choix et la suggestion que nous apportent les machines pour pouvoir prendre des décisions autonomes qui ne sont pas influencées par les machines. Cela prétend également trouver une solution alternative à la manière par laquelle nous pouvons donc résoudre ces problèmes sociaux, non seulement sur la base de l'intelligence artificielle. Et en ce sens, les alignements émis par la Convention 108 contiennent ces éléments clés en matière de régulation. Et la Convention 108+, s'inscrit dans un cadre adéquat pour résoudre ces problèmes de traitement de données. Mais lorsque nous parlons de risques potentiels et de l'orientation basée sur les risques dans le contexte de l'intelligence artificielle, il y a bien des éléments
liées à l'utilisation des données qui peuvent avoir un impact au-delà de ce que nous nous référons dans l'expression protection de données personnelles. Le comité dans lequel je travaille au sein du Conseil de l'Europe a une perspective beaucoup plus étendue qui inclut d'autres droits et obligations et libertés, non seulement liés, pas uniquement liés aux questions des données personnelles, mais dans un scénario beaucoup plus étendu et qui signale la complémentarité de ces deux thématiques. Alors nous n'allons pas tout réinventer, tout recommencer depuis zéro, mais nous devons vraiment réinventer quelque chose de nouveau puisque la liberté est altérée par l'intelligence artificielle, nous devons vraiment avoir une orientation basée sur la question du risque et rechercher un élément commun au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Par rapport à la gestion de risque qui est au centre du nouveau cadre de référence. Donc, il y a des distinctions importantes que nous devons faire. Le Conseil de l'Europe considère que l'évaluation des risques est un outil ouvert pour pouvoir limiter les risques. Si nous orientons sur la considération donc, des droits humains, mais d'autre part, l'Union européenne a une orientation différente puisque le risque déjà établi à un niveau élevé et les législateurs ont donné une liste de cas de risque élevé. Donc, il n'est plus désormais important de procéder à une évaluation de risque pour déterminer le niveau, mais nous devons prendre des actions pour pouvoir le limiter. Je pense que cette orientation est beaucoup plus critique, même si elle s'aligne avec certaines thématiques de politique industrielle. Mais le Conseil de l'Europe a une orientation beaucoup plus concentrée sur les libertés fondamentales et considère en Europe, donc de l'autre côté de l'Union européenne, il y a davantage de cas et de points de vue qui peuvent être certainement meilleurs en termes de performance. Et les États au sein de l'Union européenne, dans les États au sein de l'Union européenne, on ne sait pas encore suffisamment, on ne connaît pas encore suffisamment ces modèles et en matière d'évaluation de risque, puisque tout est fondé sur le fait que nous savons que nous avons un risque, nous devons l'identifier, nous devons le réduire, mais nous n'avons pas de modèle ni de méthodologie particulière que nous pouvons suivre. Donc, je pense que c'est là le défi majeur qui se présente devant nous. Merci infiniment, Alessandro. Gonzalo, désormais, je voudrais vous céder la parole et vous demander de nous présenter une perspective en matière de convergence sur la Convention 108+, avec d'autres normes internationales dans le domaine, en la matière, en particulier en Amérique latine. Merci. Merci beaucoup pour la question. J'écoutais attentivement ce que disait Alessandro quant à la portée. J'écoute un petit peu, excusez-moi, j'entends un petit peu d'écho de mon côté. Donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, j'ai entendu ce que disaient Jean-Philippe et Alessandro concernant cette Convention 108, et je pensais également, puisque nous parlons de l'Amérique latine, et le défi dans le cadre de cette Convention 108 pour pouvoir ouvrir ce monde et compter sur toutes ces influences d'autres pays qui font partie de la Convention pour pouvoir générer ces synergies. Il est donc important, cette convergence est importante, et je reparlerai des fondements de cette convergence sur les points intermédiaires. Et nous devrions rechercher une espèce de convergence, de synergie, pour le dire ainsi. Et cela, nous le voyons en Amérique latine, puisqu'il y a énormément de documents issus de la Convention 108 originale et maintenant de cette Convention 108+. Je vais très brièvement intervenir pour les questions de temps.
que concernant ces documents généraux, eh bien, ces documents qui sont associés à la détermination des standards au niveau du traitement des données, le comité juridique interaméricain de l'OEA spécifie et reflète les apports et la pertinence de la Convention 108 et 108+, pour la définition des termes standards qui, bien que leur nature soit différente, eh bien, auront un impact sur les législations puisqu'elles sont promues à l'intérieur des pays d'Amérique latine afin que cela puisse se refléter dans la portée des législations nationales. Et ces législations nationales ont directement et indirectement, par exemple, on peut dire que les positions actuelles en matière de responsabilité, en matière d'application de la norme, des normes, quant à l'évaluation des risques, en Uruguay, par exemple, il y a une composante très claire fondée sur les aspects de la Convention 108. Et cela, c'est indirect. Donc, directement, l'Uruguay a approuvé, je fais un petit peu de publicité entre pays, nous avons adopté la Convention 108+ il y a peu, et c'est une approbation directe qui marque l'influence de l'Amérique latine. Donc, cette influence sur ces thématiques en matière de détermination, qui est particulièrement importante sur les aspects, comme le disait Alessandro, sur l'IA, et les principes qui régulent ces contenus, cette matière, puisque la protection de données n'est pas la seule chose que nous devons considérer pour l'utilisation, mais également les applications en matière d'intelligence artificielle qui est tout à fait pertinente. Très souvent, se trouve également la question de savoir, sous-jacente, de savoir comment légiférer en la matière, quelles sont les solutions que nous devons adapter, et un ensemble de perspectives qui est tout à fait fondamental. Un autre aspect que je voudrais souligner dans cette participation mondiale au niveau des institutions dont nous parlions, ce sont d'autres domaines tels que la participation dans le réseau des réunions américaines, les réunions constructives de la Convention 108 et le comité consultatif de la Convention 108 pour la protection des données est également très importante et pertinente. Et d'autre part, la question des différents instruments et documents qui sont issus de ces institutions, aussi bien des réseaux, de l'OA, de la Convention 108, c'est la raison pour laquelle on parle de Convention 108, des standards en matière de protection des données. Il y a également énormément d'autres documents qui sont concernés et qui sont issus de ces institutions, des orientations, et ces questions-là qui se nourrissent également de toutes ces expériences et qui nous servent pour constituer cette synergie dont je parlais. Je laisse tout cela ici et nous poursuivrons nos débats par la suite. Merci. Merci beaucoup, Gonzalo. En dernier lieu, je vais céder la parole à Paul concernant les effets du cadre légal du Conseil de l'Europe et comment cela affecte votre pratique légale dans le secteur, dans la pratique juridique dans le secteur privé. Merci beaucoup, Véronique. Et alors, j'ai beaucoup travaillé sur la démonstration de responsabilité au cours des dernières années. Au cours de tout ce temps-là, j'ai appris à apprécier une orientation basée sur le cadre normatif qui présente de nombreuses dispositions similaires, qu'il s'agisse de GPD, GDPR, le RGPD, la norme californienne et les pays d'Amérique latine, et désormais le sud-est asiatique également. De nombreuses lois de protection de la vie privée des données personnelles, il s'agit de la 4e génération désormais, sont basées sur le même principe, et sur la Convention 108, on voit que les principes sont les mêmes. Il faut avoir une orientation basée sur le cadre normatif, mais également sur la Convention 108, 108+, car si l'on développe nos propres programmes en matière de contrôle et de protection de la vie privée avec la Convention 108 et 108+, eh bien, on peut s'aligner sur les dispositions et lois de protection des données de nombreux pays. Bien sûr, la RGDP, mais de plus en plus de régions adoptent également
la Convention 108 et ont exprimé, manifesté un intérêt à se joindre à la Convention 108+. Ainsi, on peut assurer que leurs réseaux de protection des données sont également alignés sur ces standards. Bien sûr, la réalisation, le respect ne va jamais être parfait, l'application ne va jamais être parfaite, mais il y aura toujours, ce sera toujours une première étape. Mais en tout cas, je pense que cela peut être en tout cas particulièrement utile pour certaines organisations parce que cela nous permettra d'économiser du temps, de gagner du temps et chaque fois que nous aborderons les questions d'une loi sur la protection des données, eh bien, la Chine ou le Rwanda, tout le monde manifeste une certaine tension, mais si on a un cadre qui nous permet d'avoir une orientation similaire, eh bien, cela agit indépendamment du cas, peut-être sur les différents délais où il y a des experts qui peuvent apporter des éléments de réponse à la matière, mais en tout cas, cela permet de satisfaire ces demandes et les étapes sont les mêmes. Et les prérogatives et les seuils également peuvent être différents, mais en tout cas, il ne s'agit pas de procéder à un processus similaire, mais la Convention 108+, démontre au monde sa force pour pouvoir faire appliquer une norme à l'échelle mondiale que de nombreuses personnes ont exigé et demandé. Elle est très souvent considérée comme une base similaire aux accords de Paris. Juste quelques commentaires par rapport à ce qui a été présenté par Alessandro. Je suis tout à fait d'accord dans une grande mesure par rapport à ce qui a été exprimé. Nous avons besoin de davantage de règles en matière d'IA. Ou doit-on avoir une meilleure interprétation et une meilleure orientation? Je pense que la Convention 108+, doit être peut-être beaucoup plus neutre en matière de technologie, dans la mesure où nous prenons en considération que les résultats doivent toujours s'orienter et centrés sur les droits humains. Je crois que cela sera suffisant pour quelques années avant que nous puissions repenser à d'autres types de mesures. Merci beaucoup, Paul. Je suis très consciente du peu de temps qui nous reste. Je voudrais émettre une dernière question, présenter une dernière question à chacun d'entre vous. Je vous demande d'être concis et d'aller directement au cœur du sujet. Jean-Philippe, je voudrais vous demander d'après vous, quelles devraient être les priorités, quels sont les défis principaux pour le Conseil de l'Europe au cours des prochaines années? Bien, alors je crois que le principal défi pour le Conseil de l'Europe, il y en a énormément. L'intelligence artificielle en est bien sûr un. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Alessandro. La Convention 108, en ce qui concerne la protection des données, en soi suffit pour régler les aspects de protection des données d'intelligence artificielle. On peut certes préciser encore certains des principes, mais en tout cas pas remettre en question le niveau. Mais je crois que la priorité absolue pour le Conseil de l'Europe aujourd'hui, c'est d'arriver à obtenir le nombre de ratifications suffisantes de la Convention 108+. Donc le mécanisme est assez compliqué, mais il nous faudrait 38 États parties qui adhèrent à la Convention pour qu'elle puisse entrer en vigueur. On espère que ce sera le cas d'ici 2023. J'espère que ce sera 2023. Afin qu'on puisse mettre en œuvre les mécanismes qui sont prévus dans la Convention, que ce soit les mécanismes d'accompagnement, d'évaluation, de la mise en œuvre dans les États parties, mais aussi de mettre en place le mécanisme de coopération qui est prévu dans la Convention, qui prévoit que les autorités de protection des données doivent coopérer ensemble et notamment agir de concert lorsqu'il s'agit de problèmes transfrontaliers. Ça, c'est une innovation fondamentale qu'il y a dans la Convention 108+. Cela rejoint aussi certaines initiatives au niveau de l'Union européenne, notamment ce qu'on a
on a entendu hier, de la création d'une académie de protection des données qui ferait les ponts entre l'Union européenne et les autorités hors Union européenne. Et je crois que le Conseil de l'Europe avait déjà anticipé et c'est cela qu'il faut mettre en place rapidement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai une question supplémentaire, une dernière question pour Alessandro, de manière spécifique par rapport à la nécessité d'avoir un comité ad hoc en matière d'intelligence artificielle. Je me demandais s'il y avait un accord commun entre un groupe divers des différents pays qui font partie de ce comité autour de la nécessité de partir de normes éthiques pour avoir un cadre juridique inclusif. Et, ça, c'est la question à $1 million, $1 million, puisqu'évidemment, il y a bien différents types de pays, différents types de positionnement, de posture. Mais c'est ce qui est finalement le plus intéressant du débat actuel. Nous avons passé ces 18 derniers mois à débattre de ces questions-là. Les intentions sont très claires, d'avoir un instrument qui soit inclusif et bien sûr complété par un instrument non inclusif. Je pense qu'il y a des principes de haut niveau fondamentaux dans ces instruments inclusifs qui présentent toute une gamme de mécanismes qui peuvent le compléter. Et un élément fondamental de cet instrument inclusif sont les facteurs de risque et les nuances des dispositions existantes autour de l'IA. Je pense que c'est l'avenir. J'espère que le Conseil l'adoptera à la fin de l'année, le comité des ministres, afin que tous ces caractères contraignants puissent être inclus et pouvoir compléter donc le document. Je pense qu'il y a cela s'inscrit dans le cadre donc de la normativité pour le moment. Merci Alejandro. J'ai juste une dernière question pour vous. Qu'attendez-vous et que considérez-vous que nous avons besoin le travail du Conseil de l'Europe au cours des prochaines années dans votre contexte en particulier? La question était pour moi. Pardon, la question m'était adressée. Oui, bien sûr. Pardon. À quoi vous attendez-vous par rapport aux travaux du Conseil de l'Europe pour les 5 prochaines années dans le contexte des activités que vous avez développées? Je n'avais pas bien entendu la question, pardon. Je crois que l'objectif nous attendons pour les prochaines années, c'est de continuer à collaborer avec le Conseil de l'Europe, avec le comité de la Convention 108, dans la perspective des autres régions pour impulser cette internationalisation de la Convention et de nombreux travaux de la Convention, des choses que nous voyons au niveau national et d'autres documents que nous pouvons élaborer pour pouvoir travailler ensemble avec le Conseil de l'Europe dans une nouvelle perspective. Merci beaucoup, Gonzalo. Une question adressée à Paul, désormais. Comment considérez-vous que la Convention 108+ peut contribuer? Y aura-t-il quelque chose de plus spécifique en matière de contribution
au niveau mondial pour le secteur privé. Oui, alors je crois que la principale thématique qui préoccupe les entreprises du secteur privé sont les échanges de données au niveau international. Ça, c'est vraiment une question que la Convention 108, à laquelle la Convention 108 va pouvoir contribuer, et bien sûr la variante, la Convention 108+, puisqu'elle considère également des aspects de sécurité nationale. Donc je dirais que plus de pays adopteront, signeront, ratifieront la Convention 108 et respecteront leurs dispositions, eh bien, plus les échanges d'échanges de données vont être facilités. Également la Convention 108+, qui doit être respectée par les pays et les États membres de la Commission et de la Convention, en particulier en matière d'échange de flux de données. Au niveau international, nous avons de grands espoirs pour la Convention 108+. Merci infiniment, Paul. Merci pour votre réponse concise et précise. Nous avons peut-être encore 1 minute pour prendre une dernière question de la part du public adressée à Jean-Philippe ou à Alessandro ou à tous ou à tous les deux. Y a-t-il une initiative concrète pour permettant d'adopter la Convention 108 au moment de la mise en œuvre par les États parties au moment de l'application du protocole? Jean-Philippe. Bon, je vais essayer de donner une réponse. Et évidemment, une initiative concrète, pour l'instant, l'important, c'est que la Convention soit ratifiée par suffisamment d'États pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Et là, le Conseil de l'Europe met tout en œuvre auprès de ces États membres pour les amener à la ratification. Mais cela, évidemment, ça dépend beaucoup de la volonté des pays. Et là, j'en profite aussi pour appeler les autorités de protection des données des États parties à agir activement auprès de leurs autorités pour favoriser, pour accélérer le processus de ratification. Et j'appelle aussi la GPA à contribuer et à s'engager à ce que la Convention soit rapidement ratifiée par suffisamment d'États pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Après, le Conseil de l'Europe va mettre en œuvre le mécanisme de mise en œuvre, va commencer à tester les évaluations et va continuer à développer des outils pour faciliter l'application de la Convention et donner des avis interprétatifs, comme il l'a déjà fait. On l'a fait avec les lignes directrices sur les mégadonnées, les lignes directrices sur l'intelligence artificielle. On continue à le faire avec d'autres instruments qui sont en préparation au sein du comité conventionnel. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je suis tout à fait consciente du fait que le temps qui nous est imparti est écoulé. Je voudrais vous remercier à vous tous pour votre participation, pour vos contributions et tous les aspects intéressants que vous avez abordés tout au long de ce panel. Et principalement, l'importance de la Convention 108+, non seulement en tant qu'instrument, mais également pour les autres buts tels que la coopération et l'effet dans la démonstration du respect et de l'application mondiale avec le secteur privé. Nous avons bien compris également très clairement les différences et la complémentarité avec la loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne. Nous avons également pu aborder dans une vision d'avenir les défis que nous pouvons anticiper. Je suis certaine que nous aurons davantage de panels comme celui-ci à l'avenir et qu'il y aura davantage d'événements et de développements sur lesquels nous pouvons discuter, que nous pourrons donc partager à l'avenir. Nous concluons ainsi. Je vous remercie à nouveau. Merci aux participants, aux membres du panel. Merci pour votre patience du fait des petits problèmes techniques que nous avons rencontrés. Merci d'être restés avec nous.
Nous reparlerons plus tard, nous retrouverons. J'espère que nous nous retrouverons en personne pour un prochain événement, donc en personne. Merci, au revoir.